apparaît comme une sorte de cancer qui est lié directement au capitalisme. Donc je ne pense pas qu'il y ait de capitalisme vert possible. Je peux m'en expliquer par un raisonnement économique. La bifurcation du modèle productif nécessite de gros investissements. Tout à l'heure, on a dit sortir de l'énergie carbonée, ben ça, c'est de gros investissements. Ces gros investissements sont incompatibles avec le fait qu'une partie du profit est mise dans l'investissement. Ok? Ça ne colle pas avec des taux de profit de 10 ou 12%. Il y a donc une incompatibilité entre le modèle capitaliste actuel et la bifurcation du modèle productif et énergétique. Bien. Voilà pourquoi il n'y a pas de capitalisme vert possible. Le peu de capitalisme vert qu'ils ont essayé de faire, ça a été une trouvaille, le marché carbone. Vous savez, on donne des droits à polluer, il faut le faire, il faut le trouver comme truc. On donne des droits à polluer et créer un marché. À peine avait-il fini de créer le marché que ça a produit une spéculation infâme, le cours s'est effondré, il a fallu tout bloquer. Et surtout, ça a provoqué des effets pervers que voici. Par exemple, Total touche des droits à polluer en Europe parce qu'elle pollue moins. Et oui, Total a sorti ses raffineries et les a installées au Moyen-Orient, où on a des demandes, on a des exigences environnementales inférieures. Donc, ils produisent la même quantité, ils ramènent les produits en France, et au passage, ils grattent une deuxième fois, parce que l'Europe leur dit, vous êtes un bon élève, donc je vous vends, je vous donne des droits à polluer, et vous pouvez les revendre à d'autres. Ok? Donc, il faut que vous ayez ça à l'esprit, parce qu'il y a une vraie compétition entre deux modèles, la planification écologique ou le marché. Alors, est-ce que on peut faire un modèle propre de progrès humain? Moi, je le crois. Il ne faut pas entrer dans le détail, il y a des méthodes. D'abord, la relocalisation de l'activité. Deuxièmement, un modèle plus sobre et moins irresponsable socialement. Je pense en particulier à toutes les productions qui sont stimulées par des publicités qui créent des besoins qui n'existent pas. Et ainsi de suite. C'est ce que nous on appelle la planification écologique. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi deux raisonnements différents. Premier raisonnement, du moment que l'argent s'accumule à un peu de la société, comme le capitalisme est un petit miracle permanent, le capital trouvera à s'affecter directement à l'endroit qui correspond à la demande. L'autre, c'est la planification qui dit tout ça, c'est des histoires. Mais si nous décidons dans quelle direction nous emmenons le modèle de progrès et de développement, par la planification, par la volonté politique et par la décision étatique, alors on arrivera à faire cette bifurcation. J'ai essayé de faire aussi vite que je pouvais. Des billes mitraillettes, mais bon. On passe à la politique étrangère. Ça ne vous a pas tellement emballé, hein, ce passage-là. Dommage parce que c'est vous qui allez le faire. On leur demandera après. Peut-être qu'il y a des questions sur le sujet. Donc, la politique étrangère. Donc, c'est ça qui est bien quand on est candidat, c'est le grand oral permanent. Maintenant, on passe à la politique étrangère. Voilà. On essaye de balayer votre programme le plus possible. Donc, si vous aviez été aux affaires durant le printemps arabe, quelle aurait été votre action face à la révolution libyenne? Auriez-vous tenu la même ligne que Nicolas Sarkozy? Brièvement. Bon, quand même un mot sur les révolutions. On les appelle arabes par confort. Je ne vois pas ce qu'elles ont d'arabe, dans la mesure où les revendications sont très universelles. Enfin, on les appelle arabes parce que ça se passe par là. Et puis que, vu de France, on ignore que le Maghreb est essentiellement le Maghreb. Les populations berbères sont extrêmement nombreuses et les observateurs très attentifs auront observé que les populations berbères ont joué un rôle plus que non négligeable dans le déclenchement des révolutions de la question. Alors, premièrement, je recommande l'étude de ces révolutions, les processus qui les déclenchent, qui les apparentent de très près aux mécanismes révolutionnaires observés dans l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, premier temps, une grosse ébullition ouvrière qui ne débouche pas. Deuxième temps, à la faveur d'une circonstance totalement fortuite, la classe moyenne exprime une exaspération qui la propulse dans la rue, et comme c'est elle qui, avec les autres, fait tourner la boutique, la maison s'arrête. Je vous dis ça parce que ce mécanisme-là va se produire chez nous, et dans les sociétés européennes, notamment les plus jeunes, en particulier la France, puisque c'est le pays le plus jeune. C'est la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir un fond d'ébullition ouvrière, que les puissants détruiront, et puis, à un moment donné, la classe moyenne va décrocher. La classe moyenne, elle est en partie représentée dans cette salle. Soit que vous soyez les enfants de la classe moyenne, soit que vous soyez déjà vous-même à la porte d'exercer une activité professionnelle qui va vous y situer. Comme vous faites partie des bons élèves, vous supportez beaucoup de choses, parce que vous pensez toujours que par votre travail, votre intelligence, vous allez dépasser les situations. Il y a un truc qui vous exaspère, c'est les gens foutres, les profiteurs,
les tirs au flanc et les arnaques. Et à un moment donné, tout d'un coup, un matin, on dit maintenant ça suffit. Je ne supporte plus cette pagaille, je ne supporte plus se laisser aller, je ne supporte plus que tout soit gâché, tout soit perdu. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, c'est ce qui s'est passé dans les autres pays. Sur le cas libyen, on tombe. Alors à chaque fois, la révolution entre sur un terrain particulier. Il n'y a pas deux révolutions pareilles, même il n'y a pas deux sociétés identiques. En Libye, l'État-nation est un résultat extrêmement récent et ne correspond pas aux mêmes structures de base que ce que nous connaissons nous dans l'État-nation. En particulier, les structures tribales et locales jouent un très grand rôle dans la manière dont est organisée la vie en commun. Si bien que quand la révolution a éclaté, c'était le rôle des gens qui étaient au pouvoir de s'en défendre en exacerbant les contradictions de type tribal. Jusqu'à un point où le tyran a menacé de noyer dans le sang le processus révolutionnaire. Moi, ça m'a valu quelques ennuis avec une partie de mes propres camarades, lorsque au Parlement européen, j'ai voté la résolution qui disait que s'il y avait une décision de l'ONU, je dis bien s'il y avait une décision de l'ONU, car pour ma part, je me réfère toujours à la seule norme de l'ordre international par le seul émetteur que je reconnaisse, l'ONU. Imparfait, tout ce qu'on veut, mais l'ONU. Je ne reconnais pas ce même rôle au G20, au G8 et ces organisations tartuffes organisées autour des plus puissants. S'il y avait une décision de l'ONU, disait cette résolution, les États européens devraient être prêts à la mettre en application en créant une zone d'interdiction de l'espace aérien. Moi, voilà ce que j'ai voté. L'interdiction de l'espace aérien pour empêcher le colonel Kadhafi de massacrer les gens. Donc vous auriez fait la même chose ou pas? Après, non. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le temps presse. Comme ça, le temps presse de quoi? De la réponse? Non, pour l'Assemblée. Ah. Pour pouvoir balayer tous les sujets. Ah bah oui, mais balayer, comme vous dites, moi je balaye pas les sujets, je les traite. Ah ouais. Non, pardon, je ne veux pas vous rendre plus difficile. Je comprends. Je vous dis ce que j'ai fait. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'à mon avis, c'est une erreur d'intervenir militairement dans une guerre civile. Car le processus était parvenu au statut de guerre civile. Quand vous êtes dans une guerre civile, la seule issue de la guerre civile, c'est toujours que celui qui est le mieux armé l'emporte. Ce n'est pas pareil de faire une révolution où vous allez en famille sur la place Tahir ou sur la place de la Liberté, etc. et une autre où vous arrivez avec une Kalachnikov et des armes de guerre. Par conséquent, pardon, mais il y a des villes libyennes qui étaient complètement encerclées par les forces de Kadhafi. Est-ce que vous auriez, et on sait très bien que sans l'aide de la communauté internationale, et en premier lieu de la France et l'Angleterre, on sait très bien que ces villes auraient été massacrées par le colonel Kadhafi. Donc, est-ce que vous savez très bien rien du tout, je sais parce que... en tout cas, c'est ce que les observateurs là-bas disent, les ambassadeurs et les membres du CNT aussi. Donc, si on leur porte un peu de crédit. Le CNT, on nous dit 5 minutes parce que d'ici peu, vous en aurez. Mais bon, je reste sur ce qu'on connaissait. D'ailleurs, juste sur. Donc, est-ce que vous auriez, brièvement, vraiment laissé les forces de Kadhafi? Donc, comment sans. Non, alors j'allais dire, est-ce que vous auriez accepté l'intervention de l'OTAN, etc. Réponse, non. Parce que j'ai une cohérence de principe qui est liée à ma propre position. Je ne suis pas pour l'OTAN, je suis contre, je suis pour que la France en sorte. Deuxièmement, je ne suis pas pour la participation armée à des guerres civiles. J'en profite, puisque je suis sur le chapitre, pour vous dire que j'estime que la manière dont est traité Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec la justice. C'est la justice des vainqueurs. Ce qui est fait à son sujet, la manière dont il est déféré au tribunal international, n'a rien à voir avec la justice. Mais c'est un autre sujet sur lequel vous ne m'interrogez pas. Non, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Donc, pareillement, sur Bachar el-Assad, vous soutenez l'inaction de la communauté internationale? Bien sûr, je soutiens le crime, la lâcheté. C'est évident, la question est posée. Je vous fais une réponse claire. Clairement, soit on est pour l'intervention et on arrête un dictateur, comme ça a été fait avec Kadhafi, ou soit on ne fait rien, comme ce qui se passe en Syrie, et on compte. Pour l'instant, je crois 3000 morts ou 4000 morts. Donc je sais. Enfin, les morts sont tellement plus délicieux quand c'est clair. Je dis les morts sont plus délicieux comme c'est nous qui les morts. On ne peut pas dire que l'OTAN fait des milliers de morts, a fait des milliers de morts en Libye. Ah bon? Je pense. Vous pensez ou vous savez? Je pense savoir. Vous pensez? Vous imaginez que ce ne sont pas les civils qu'ils attaquent. L'OTAN est censé attaquer. Est censé attaquer. Oui, je sais, grâce à l'OTAN. Je sais, j'ai pu admirer des exploits, j'ai pu admirer ces exploits en Irak
où les bombes arrivaient, tapaient à la porte, est-ce qu'on peut entrer? Oui, ah oui, c'est un ennemi, non, ah, c'est un ami. Écoutez, soyons sérieux, les guerres propres n'existent pas. Donc ne mettez pas sur la table des morts, ça n'a pas de sens. Quand l'un ou l'autre bombarde, il tue en masse. Et sans discernement, si vous étudiez, moi j'ai été 3 ans secrétaire de la commission de la défense du Sénat, donc je pense avoir quelques capacités à savoir comment ça se passe. Ne me dites pas que les guerres propres, je ne crois pas. Alors, dans la guerre, M. Bachar al-Assad a tué 3000 personnes et je ne peux pas être d'accord avec des meurtres pareils. Mais j'ai confiance dans la République. Mais monsieur, on y va, vous avez raison, il faut y aller. Allez les petits gars, au boulot, tout le monde ici. Tous les garçons, à partir de 18 ans, à l'armée. Parce que vous n'allez pas avoir la lâcheté d'envoyer les professionnels, monsieur. Vous allez courir devant, vous êtes un républicain. Vous y allez, vous y allez, vous y allez. Vous n'invectivez pas, je vous interroge, je m'ai demandé si j'ai retrouvé une acte. Je ne dis pas que tous les garçons de 18 ans Pourquoi vous n'êtes pas une armée républicaine? Ça n'a pas été le cas en Libye, ça a très bien marché. Vous êtes professionnel face à sa besogne, je pense. Et vous me donnez des conseils de ici. Ce sont des gens qualifiés, il n'a pas la qualification. Mais écoutez, j'essaie de... C'était l'armée professionnelle qui a fait le travail et ça a été correctement fait, à ce que disent. Mais c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Et vous dites que ça a été correctement fait. Moi, je vous dis, il n'y a pas de guerre froide. Des observations. Moi, je dis rien. Si, vous faites. Non, c'est bon. Vous ne faites pas reprendre vos observations. Vous récitez la propagande de ceux qui ont gagné la guerre. Le travail a été fait. Moi, je vous dis, faisant appel à votre intelligence, je ne vais pas me battre avec vous, je ne connais pas. Je vous dis, bien sûr, on n'a aucune raison tous les deux de faire autre chose que d'échanger des arguments rationnels. Je vous dis que par rapport aux tâches de décision politique que vous allez avoir à prendre, ne croyez pas que les guerres propres existent. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, quand vous réfléchissez à un processus révolutionnaire, vous ne devez pas seulement vous poser des questions de Disneyland, les méchants et les gentils. Il n'y a pas de gentils dans cette histoire. Il n'y en a pas. D'accord? Vous avez des peuples méchants clairement identifiés. Ah bon? Je pense que Bachar el-Assad, aujourd'hui, il fait l'unanimité que c'est un dictateur sanguinaire. Bien sûr, vous pensez. Mais attendez, moi je ne dis pas que c'est un bienfaiteur. Mais je ne vous dis pas que c'est un bienfaiteur d'humanité, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Que comme M. Bachar el-Assad se comporte de cette manière, donc il faut intervenir. Donc nous allons intervenir. Vous allez me proposer d'intervenir en Arabie Saoudite et à Bahreïn. Non, si, Bahreïn aussi. Bahreïn était en révolution. Si on suit la logique de l'instance internationale, il faudra intervenir dans ces pays. C'est pas ce que je propose. On demande juste votre avis sur la question. Je vous le donne. Est-ce qu'on y va ou non? Donc vous dites non, point final. Non, pas point. D'accord. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Votre question, il faut avoir au moins respecté vos propres questions. Vous me dites, est-ce que vous approuvez l'inaction? C'est ça votre question. C'est pas est-ce qu'il est intelligent d'aller intervenir ou est-ce qu'il faut procéder autrement. Vous me posez comme question, est-ce que vous approuvez l'inaction qui permet aux tyrans de tuer tout le monde? Mais là, nous sommes dans une rencontre entre gens rationnels. Si c'est pour se faire de la propagande, n'invitez pas. On réfléchit. Moi, je vous dis, est-ce que c'est intelligent d'intervenir militairement en Syrie? Vous pensez que oui, vous avez le droit. Vous pouvez développer l'idée que c'est intelligent de le faire. Et j'ai le droit de vous dire que c'est une bêtise absolue. Voilà, parce que les résultats de ce type d'intervention, vous les avez déjà sous les yeux. Nous sommes allés en Irak contre l'épouvantable Saddam Hussein qui débranchait les nourrissons et toute la propagande que vous avez entendue, n'est-ce pas? Et nous avons obtenu un résultat merveilleux. Depuis, c'est la démocratie. On baigne dans la joie et l'amour. On a saccagé la société irakienne. D'accord? On a tout détruit, tout cassé, y compris des trésors de l'humanité universelle. Et on a jeté les gens les uns contre les autres. Et jamais l'influence des violents et des fascisants islamistes d'Iran n'a été aussi grande. Voilà le résultat. Ça, on ne s'interroge pas. Disneyland continue. On passe dans le pays voisin. On va en Syrie. Ouh, le pavot. On intervient. On va lui casser la tête. Qu'est-ce qui va se passer après? Le chaos, comme en Libye. C'est ça qu'on veut partout. Et on va répéter la propagande des Américains avec les gentils et les méchants. Bien sûr qu'il y a des méchants, mais il y a beaucoup de méchants. Voilà. Donc le rôle de la France, c'est pas d'aller faire le gendarme du monde dans les fourgons des États-Unis d'Amérique. Voilà. Nous n'avons rien à foutre en Afghanistan. Nous étions là pour protéger un pipeline, il ne passera pas là. Donc tout le monde s'en va. Pendant des années, j'ai expliqué avec quelques-uns dans cette salle que c'était une aberration d'être en Afghanistan, qu'on était là pour un pipeline. On nous a regardé de haut, on m'a fait des numéros sur la liberté du monde qui se joue en Afghanistan, et toutes ces salades. Et le résultat, c'est que quand le pipeline a changé d'endroit, parce que les Russes ont fini par avoir le dernier mot, à ce moment-là, tout le monde remballe.
Et le président Sarkozy, qui un mois avant disait qu'il fallait rester là aux avant-postes de la liberté, vous explique qu'on remballe nos troupes. Et les socialistes qui trouvaient ça génial d'être là-bas pour défendre la liberté du monde, maintenant ont décidé que dès 2012, on s'en va tous en courant. Donc ne vous laissez pas attraper. Je ne veux pas m'engueuler avec vous, je n'engueule pas. J'essaye de vous dire attention, la guerre c'est une affaire de propagande. Comme l'économie, c'est de la politique. La guerre, c'est de la propagande. Chacun pense avoir le bon droit de son côté. Et du moment que c'est lui qui a le plus de bombes, en dernière analyse, c'est un rapport de force. Ne nous laissons pas embarquer par des histoires qu'on nous raconte et qui nous entraînent à approuver toutes sortes d'expéditions qui n'ont aucun intérêt pour votre patrie. Car vous n'en finirez plus de faire la guerre partout. La solution, c'est pas la guerre. La solution, c'est la démocratie et donc la révolution. Donc vous devez compter sur la révolution. Il y a 1000 manières d'aider des révolutions. 1000 manières d'aider des révolutions. Mais envoyer l'OTAN, c'est la plus condamnable de toutes. Parce que le résultat, nous l'avons déjà sous les yeux. Mais là, je m'adresse vraiment à votre intelligence pour dire, si vous avez un argument pour me réfuter, mais dites-le moi, est-ce que ça va mieux en Afghanistan au bout de 10 ans de présence militaire? En Afghanistan, c'est pas le propos, mais je parle par exemple de la Libye. C'est un exemple de ce Je pense que la Libye va mieux sans Kadhafi qu'avec Kadhafi. Enfin, je sais pas. La Russie va mieux depuis qu'il y a Poutine et sans Gorbatchev. Personne n'a dit ça ici. Non, mais moi je vous le dis. Parce que je l'ai entendu pendant des années. Vous pensez que la Libye va mieux sans Kadhafi? Je pense. Et que la Syrie irait mieux sans Bachar al-Assad? Bien sûr. Mais moi je croise les doigts pour vous dire j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. J'espère que la Libye va mieux maintenant qu'il n'y a plus Kadhafi qu'avant. J'espère. Parce qu'en Afghanistan, on a dit pareil. Qu'on venait libérer les femmes qui étaient... Oui, mais je vous donne l'exemple d'Afghanistan parce que c'était pareil. L'intervention n'est pas du tout la même. On est resté 6 mois en Libye, on est resté 10 ans en Afghanistan. On y est encore. Et alors, ça démontre. C'est des guerres différentes. Il n'y a peut-être pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre, il n'y en a pas deux pareilles, mais quand même les leçons de la guerre, on peut les tirer. Je pense que c'est ce que la France a fait, en tout cas pour la Libye. Et je souhaite que vous ayez raison. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, j'espère avoir tort. Très bien. Mais moi, mon pronostic n'est pas aussi favorable que le vôtre. En tout cas, on a compris votre opinion et je pense que c'est l'essentiel. Oui, et au passage, on va quand même dire une chose sur laquelle on va se retrouver. C'est que les tyrans prétendaient que leur présence nous garantissait contre l'extrémisme religieux en politique. Et une fois qu'on a enlevé le couvercle, on a découvert, c'est le contraire. C'est-à-dire que leur attitude a au contraire encouragé, comme unique forme de résistance autorisée, l'intervention du religieux en politique. D'ailleurs, au moins on retiendra ça. Sur ce point-là, vous avez déclaré sur BFM TV qu'il n'y allait pas avoir de repli religieux après les révolutions arabes. Tout l'Occident s'en inquiétait, mais que ça n'allait pas être le cas. Aujourd'hui, Ennahda en Tunisie, le PJD au Maroc, les frères musulmans en Égypte démontrent le contraire. Est-ce que sur la question, vous n'êtes pas trompé peut-être? Pas du tout. D'abord, je vais vous faire remarquer la chose suivante. 70% des députés marocains ne sont pas des extrémistes religieux. 60% des électeurs tunisiens n'ont pas voté pour des extrémistes religieux. Donc, il faut regarder la situation comme elle est. La dynamique, elle est du côté de la religion en politique. Pour la raison que c'est la seule forme d'organisation qui a été acceptée et tolérée pendant des années et des années et des années dans ces pays, alors que toutes les autres étaient interdites. Le Parti communiste, les syndicats, partout, tout a été réprimé. Et on voudrait que miraculeusement, la population qui a été nourrie de propagande sorte de là en se disant « Ah, mais nous, ce qui est évident, c'est le socialisme, la laïcité et le reste ». Donc, ayez confiance dans la démocratie et dans la liberté humaine. Elle ne produit pas que des horreurs. Maintenant, une révolution. Une révolution, son sort n'est jamais acquis d'avance. Il n'y a pas « ça démarre et c'est bon ». Il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Il faut qu'il y ait des organisations capables de piloter la révolution. En Égypte, rien de tout ça existe. C'est clair, nous avons une situation qui est à 1 centimètre de la catastrophe. Parce que voir tout le débat politique concentré entre salafistes et frères musulmans, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc, si vous voulez me faire dire qu'aucune révolution ne garantit son résultat d'avance, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Raison de plus pour que je vous dise que si dans ce pays vous n'organisez pas des forces progressistes, disciplinées, organisées et conscientisées, quand ça va secouer, parce que ça va secouer, alors de ce secouement il peut sortir n'importe quoi. Voilà. Raison pour laquelle je me donne un mal pareil à faire le front de gauche. Donc le front de gauche, vous êtes d'accord que sa cible principale, c'est les ouvriers. Et pourtant, ces derniers déclarent, dans une enquête récente de TVA, voter massivement pour Marine Le Pen, 42%, puis pour Nicolas Sarkozy, 22%, et enfin pour la gauche, 20%. Alors,
Est-ce que l'erreur de la gauche depuis 1995 n'est pas d'avoir délaissé les catégories populaires qui se retrouvent dorénavant dans le discours de droite et d'extrême droite? C'est clair qu'on a fait un maximum d'erreurs. Et même plus que des erreurs, c'est devenu une politique. Pour certains, de considérer qu'on pouvait se passer de la classe ouvrière et des salariés. D'ailleurs, certains prétendaient qu'il n'y avait plus de classe ouvrière. Vous ne l'avez pas entendu, mais moi je l'ai subi pendant des dizaines de discussions. Mais M. Mélenchon, vous savez bien que les ouvriers, il n'y en a plus, nanani, nanana. En attendant, dans notre pays, il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse. Les ouvriers et les employés représentent 52% de la population. Alors pourquoi la gauche? Pardon? Pourquoi le Front National? Alors attendez, d'abord, on va prendre les choses dans l'ordre. Premièrement, il y a toujours eu, dans la classe ouvrière et les salariés, des électeurs de la droite et de l'extrême droite. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en 1981, nous étions au sommet de notre influence dans la classe ouvrière. Le programme commun regroupait 70% des ouvriers. Ça veut dire qu'il restait 30% qui votaient contre nous. Par idéologie. Enfin, je veux quand même le signaler. 30% contre la 5e semaine de congé payé, 30% contre la retraite à 60 ans. Il fallait vraiment être anticommuniste. Hein. Donc il y a toujours eu ça, et c'est normal. Notre pays, c'est pas la guerre civile quand même, c'est la démocratie. C'est plus les mêmes proportions. Hein. Là, on est sur... Peut-être bien, la proportion a changé. Deuxièmement, la classe ouvrière n'est pas un ensemble d'animaux de zoo qui relèvent de catégories particulières. Si la gauche ne fait pas une politique qui répond aux aspirations des ouvriers et à leurs demandes, eh bien, étonnez-vous que d'abord ils passent de l'adhésion au repli, c'est-à-dire à l'indifférence, puis à la colère, et enfin au rejet de tout. Car ce que ne vous dit pas cette enquête, qui est une douce rigolade, c'est que la catégorie la plus nombreuse de vote parmi la population ouvrière, c'est l'abstention. La classe sociale qui s'abstient le plus, ce sont les ouvriers. Donc ce dont on parle, c'est de ceux qui votent. Vous voyez que c'est déjà pas tout le monde. Comme dans tous les sondages. Donc première, oui mais ils ne le disent pas toujours. Moi j'ai vu en sondage, vous prétendez que 100% des gens avaient un avis. Sondage en ligne. Donc premier élément à se dire, il faut d'abord regarder le travail qui peut être fait pour ramener au combat ceux qui considèrent que c'est perdu. Et deuxièmement, en se demandant pourquoi on les a perdus. Parce que si être de gauche, ça consiste à faire comme l'a proposé la Fondation Terra Nova, de dire on n'en a rien à fiche de vous, déjà pour commencer, et d'une. Ou qu'ensuite on a un programme politique dans lequel il n'y a pas un mot qui répond à un problème du quotidien de ceux qui gagnent le SMIC. Sinon de leur dire qu'on ne peut pas les augmenter parce que sinon on va délocaliser en Chine. De réciter ça comme des refrains et des petits perroquets qui reprennent les arguments de l'adversaire. Qu'on continuera à fermer les hôpitaux, qu'on continuera à fermer les écoles, qu'on continuera tout ce que vous voyez, qu'on ne fera rien contre les délocalisations à part des bonnes paroles, qu'on ne mettra pas de protectionnisme aux frontières de l'Europe, qu'on ne punira pas ceux qui trahissent. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que les gens ont du bon sens, qu'attendent de l'action publique des résultats, se disent tous les gens sont tous les mêmes, qui s'en aillent tous, qui dégagent les affairis. Voilà. C'est ça la situation dans laquelle on est. Maintenant, il y a un deuxième élément. C'est l'assignation à résidence politique de la classe ouvrière auprès du Front National. Parce qu'il y a une manière de dire, vous savez, ça fait 2 générations que ça dure. Quand nous avons été envahis en 1940, la bourgeoisie et la droite disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. D'accord? Donc aujourd'hui, ils préfèrent assigner la classe ouvrière au Front National qu'au Front de gauche. Et je vois répéter sans arrêt sur tous les tons que le moyen de protester, ça serait d'être Front National. J'estime que c'est une véritable injonction qui est faite. On lui donne une place à cette femme que rien ne justifie dans la réalité. Baladez-vous un peu, circulez un peu, et vous verrez que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes partagés entre eux, nous et les abstentionnistes. Tous les autres ont disparu. Donc, quand je vois la complaisance avec laquelle elle est installée, mise en scène, elle fait un meeting il y a 2 jours à mettre, ils sont 1000. Est-ce que vous vous rendez compte que 1000, c'est rien? C'est code pour des gens qui sont dans une région où ils font leur maximum de score. Ils sont 1000, il n'y a pas un journaliste pour dire bah, c'est quand même curieux, ils sont que 1000. Moi, la moindre meeting que je fais, nous sommes 2 ou 3 000. Et nous ne sommes pas les records de ceux qui sont capables de rassembler les gens. Cette femme, elle est en panne de public, elle est en panne d'électeurs, elle est en panne d'imagination. Quand elle reprend une tirade que toute la presse reprend ce matin où elle dit « Je suis le candidat des invisibles ». C'est mon premier discours quand je suis allé à l'entreprise Frali. C'est exactement le mot que j'ai utilisé. Vous croyez qu'il y en a un seul qui s'en va dire « Mais on a déjà entendu ça quelque part ?» Non, il lui chire des pompes. À longueur d'année, à longueur de journée. Pourquoi? Parce que ce qui les arrange, c'est qu'il y a un paysage dans lequel il y a tous les gens raisonnables qui sont d'accord pour l'austérité.
Et il n'y a qu'un seul opposant, Madame Le Pen. C'est ça le paysage qui nous intéresse. Ils nous ont déjà fait le coup dans le oui et le non au référendum de 2005. Il y avait les belles personnes, les intelligents qui étaient pour la fraternité entre les peuples, blablabla, et ceux-là qui étaient pour le oui. Et de l'autre côté, il y avait les barbares. La preuve, ils étaient représentés par Madame Le Pen. Et j'ai entendu même une fois François Hollande dire que Le Pen n'avait pas besoin de faire le travail parce que d'autres sont chargés, et il parlait de moi. Et ce souvenir est intact dans ma mémoire. Ça veut dire qu'il recommence le cirque pour avoir un joli petit plateau de télévision bien organisé. D'accord? Avec M. Bayrou qui est pour l'austérité, M. Hollande qui est pour l'austérité, M. Sarkozy qui est pour l'austérité, et une espèce d'énergumène qui s'appelle Madame Le Pen. Voilà ce qu'on est en train d'organiser. Le tableau des prochaines élections, c'est... Sur Madame Le Pen, c'est vrai qu'elle copie certaines de vos idées, mais ce qu'elle rajoute, c'est la dimension immigration. Il y a certains rapports qui pointent justement le fait que cette immigration est l'armée de réserve du capitalisme. Donc c'est-à-dire que si on fait entrer des gens illégalement ou pas, ils font pression sur le salaire, notamment sur les emplois peu qualifiés. Et vous prenez de régulariser tous les sans-papiers, n'est-ce pas cette dimension qui vous fait perdre justement ce vote ouvrier? Pas du tout. Et quand bien même ça serait le cas, que nous reprendrions le terrain par la raison. Parce que sinon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre le terrain, raconter les mêmes bêtises qu'elle? C'est aberrant. Parce que commençons, regardez bien, non, je ne dis pas que vous l'ayez dit, mais je vais vous montrer comment un raisonnement se retourne. D'abord, commençons par situer la fonction sociale de Le Pen. Pour vous, pour ceux qui n'ont pas regardé l'histoire politique, c'est un fait nouveau. Comment l'extrême droite qui parle pour les ouvriers? Mais non, il n'y a rien de plus banal. Dans le national-socialisme, il n'y avait pas que national, il y avait socialisme. Les ouvriers nazis ont fait le coup de poing avec les ouvriers communistes pour contrôler la grève du tramway en 1929 à Berlin. C'est un grand classique. Le chien de garde du capital, il ne va pas les garder les bourgeois, ils sont déjà convaincus. Il va garder l'ouvrier. Il va essayer de diviser le front de classe. Vous mettez 10 ouvriers en lutte, le frontiste du Front National arrive et commence par regarder. Celui-là, il a une drôle de couleur. Celui-là, c'est son rôle de diviser la classe ouvrière. Ils sont donc là pour ça. Donc, ils agitent des mots et ils doivent inventer des motifs de division pour que les gens se séparent. Et puis après, tout notre art, on a pendant un temps été victime de la campagne et du travail de propagande logocratique. C'est-à-dire, on s'évanouit, on pleure, on gesticule, on évoque le nazisme à tout bout de champ, et on ne répond à aucune question concrète. Par exemple, quand elle dit, moi je vais dire à mes camarades, ça ne sert à rien d'agiter sans arrêt la photo d'Adolf Hitler, c'est pas le sujet. Mais si Madame Le Pen parle aux ouvriers, alors qu'est-ce qu'elle leur dit à propos du salaire minimum, que moi je propose d'augmenter? Elle répond que c'est une mesurette. Et bien je lui dis, va vivre sans la mesurette. Tout le monde ne peut pas habiter chez papa au château de Montretout. Après, on va bloquer les loyers, parce que c'est plus supportable. Qu'est-ce qu'elle répond? C'est une mesure communiste. Ben, je vous garantis que si elle voulait bien dire un peu plus fort, il y a un tas de gens qui diraient, ben, si c'est ça, je suis communiste. Mais oui, et ainsi de suite. Donc le travail politique qu'il y a à faire, c'est de reprendre le terrain pour dire aux gens, le problème, c'est pas l'immigré, c'est le financier. Cette folle est en train de vous diviser, est en train de vous opposer les uns aux autres, et c'est une capitularde en plus, puisqu'elle propose de sortir de l'euro, comme si ce n'était pas notre monnaie, comme si on n'avait pas de pouvoir dessus. Maintenant, je viens sur l'immigration. Moi, je mets tout le monde au défi. Ce que je dis n'est pas raisonnable. Très bien. Expliquez-moi comment vous faites. Et à ce moment-là, je vous écouterai. Comment vous faites, rationnellement, concrètement, car moi, c'est toujours les mots qu'on utilise. Monsieur Mélenchon, concrètement, comment vous faites? Concrètement ceci, concrètement cela. Concrètement, comment vous faites pour sortir les gens qui n'ont pas de papier? Virgule, combien il y en a? Ils ne savent pas. Dans les débats au Sénat, j'ai entendu. Pardon? 200 000. Admettons 200 000. 200 000, c'est le plancher, c'est quand je suis dans une réunion. Que les gens comprennent, ça va mal tourner si jamais ils vont plus haut. Mais j'ai entendu 800 000 au Sénat. J'ai dit à mon collègue, il dit, ah bon, vous avez trouvé ça où? Oui, on peut je le pense. Très bien, je le pense. Mettons qu'il n'y en ait que 200 000. On arrondit. 250 000, comme ça va aller plus vite. On en sort 25 000 par an aujourd'hui. D'accord? Vous allez donc, pendant 10 ans, sortir 25 000 personnes par an.
sans qu'il y en ait un seul qui rentre, hein. Parce que sinon, vous tout recommencez. Donc, vous allez en sortir 25 000. Et il faut espérer pour vous qu'ils vont tous dans la même direction. Ça fait combien de trains? Ça fait combien de bateaux? Ça fait combien d'avions? Allez, expliquez, puisque vous êtes si rationnel et si concret. Comment vous faites? Comment vous faites? Nous n'en savons strictement rien. Donc, il faut bien se coller une chose dans le crâne. Personne ne s'en ira. Voilà, c'est comme les Grecs, ils ne paieront pas. Les gens qui sont là, ils sont là. Ils sont là, on a des enfants avec, des petits-enfants avec. C'est notre famille. Ça vous plaît pas, la famille, vous la choisissez pas. Voilà pourquoi vous n'y arriverez pas. Et ça n'a pas de sens. Il vaut mieux faire un effort maximum pour qu'on soit tous égaux, tous français, tous à avoir des enfants ensemble, que de passer 10 ans à courir à la porte des écoles pour attraper le premier gosse qui n'a pas la couleur d'un bon blanc avec les yeux bleus, et encore maintenant avec les Russes, il faut se méfier, c'est suspect. D'accord, on va humilier la France à faire ça pendant 10 ans, chasser les gens, mais pour chasser de tous les côtés, quelle honte. Donc on ne le fera pas. Mais vous avez le droit de vouloir le faire, je vous en prie. Mais vous ne votez pas pour moi, et vous ne me demandez pas, comme on me le fait, on me dit mais vous devez vous aussi tenir compte de la migration. Mais j'en tiens parfaitement compte, puisque je suis partisan d'une intégration de tous ceux qu'on peut intégrer. Et deuxièmement, je dis à cette bande d'hypocrites, si vous ne voulez pas que des gens viennent, demandez-vous pourquoi ils partent. Parce que vous pensez-vous qu'ils partent la fleur au fusil, tellement contents en disant tiens, après avoir une discussion au village. Parce que M. Guéant nous apprend que si on a une législation sociale favorable, alors ça va faire un appel d'air. Donc au village, il y a quelqu'un qui dit nous allons faire une réunion de législation comparée. Quelqu'un peut-il nous amener la loi allemande concernant la maternité et la grossesse? Non, non, moi j'ai vu la loi danoise. Enfin. Non mais les passeurs, par exemple, les passeurs, ça se fait bien. Vous savez pertinemment que si il y a si on autorise, on régularise les gens, ça envoie un signal auprès des pays justement d'où ces gens viennent, et malheureusement ça ne fait que les attirer. Enfin, non, pas du tout, je le conteste absolument. Vous pensez que c'est pas un signal fort de régulariser tous les sans-papiers? Le vrai signal fort, c'est quand l'Europe décide de demander à chacun de ces pays d'ouvrir leurs frontières et d'accepter l'arrivée des produits agricoles qui ruinent tous les paysans. Les paysans ruinés vont à la ville où il y a déjà beaucoup de monde. Du coup, ils partent de là et ils vont à pied. Vous savez où ils vont? À 60% d'entre eux, ils vont dans les autres pays du Sud. À 60% d'entre eux, ils vont dans les autres pays du Sud. 300 000 Libyens sont partis de Libye pour aller en Tunisie. Vous n'avez pas entendu un Tunisien dire il y en a ras-le-bol. 25 000 sont allés sur l'île de Lampedusa. On a mobilisé l'Europe entière pour jeter dehors les Arabes. D'accord? Ça commence à bien faire. Il y a une attitude qui est de l'aveuglement. Encore une fois, je reviens au concret, au rationnel. Si vous arrêtez d'exporter des produits et d'ouvrir les frontières de force, les paysans ne quitteront pas l'agriculture vivrière. Donc leurs sociétés seront équilibrées et ils ne partiront pas. Parce que figurez-vous que l'endroit où ils ont envie d'être, c'est chez eux. Contrairement à ce que raconte un tas de gens. C'est très dur d'immigrer. On souffre quand on est immigré. On est séparé de sa famille, de ses paysages, de ses odeurs. On est tout seul. Il fait froid souvent et on ne connaissait pas. Et c'est très dur, et il faut s'occuper de ceux qui sont là-bas, et aussi quand même d'avoir un bout de vie ici. Moi je dis que l'attitude, cette attitude qui ne débouche sur rien en plus, parce que personne ne mettra tout ce monde dehors. Maintenant nous pouvons réprimer. Oui, réprimer les passeurs. Nous pouvons avoir une activité diplomatique qui fasse qu'on arrête de truander, comme ça se fait dans pas mal de pays, pour organiser le départ. Il faut qu'on ait une autre politique économique et une autre politique agricole. Et ça ne demande aucun effort de le faire. Aucun effort. Ça ne coûtera rien à la France d'arrêter la politique folle de l'Union européenne à l'égard de l'Afrique. Tous les pays d'Afrique vous disent que c'est une folie. Monsieur Ouad, le président du Sénégal, qui n'est pas un communiste, mais qui est un libéral échevelé, si j'ose dire, vu les cheveux qu'il a, mais un libéral, eh bien lui aussi a dit que c'était une folie de faire ça, qu'on retirait les ressources de l'État sénégalais. Monsieur Thabo Mbeki, quand on lui a dit maintenant on va faire des affaires et plus de l'aide, il a dit c'est une mauvaise plaisanterie. Comment voulez-vous que l'Afrique du Sud se confronte aux États-Unis d'Amérique ou à l'Allemagne? C'est impossible. Donc mes amis, il ne faut pas perdre son sang-froid. Il faut tenir bon sur les principes. Voilà, la France est capable. On est à la fois capable de tarir les départs qui ruinent les pays amis, parce que ceux qui partent sont les plus courageux, il faut aussi le savoir. Donc c'est une saignée pour ces pays. Et enfin ici, je vais vous dire, quand Madame Le Pen ose venir dire qu'on organise la compétition à domicile, eh bien, elle commet une erreur aussi grosse qu'elle. C'est que... Non, vous avez compris ce que je veux dire. Elle commet une erreur terrible,
Car l'ouvrier qui n'a pas de papier ne peut pas se défendre, ne peut pas se syndiquer, donc ne peut pas résister à la surexploitation. Tandis que s'il a des papiers, alors il peut se défendre, il peut aller voir un avocat, il peut aller voir un policier, il peut aller voir l'inspecteur du travail, il peut se défendre. Par conséquent, si on veut tarir la compétition entre ouvriers à basse qualification, il faut donner des papiers à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup. Beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Votre programme nous paraît beaucoup plus clair maintenant. Juste peut-être une ou deux questions, mais vraiment très rapidement, très rapidement, une ou deux questions très rapidement de la salle. Prenez le micro et parlez fort, les amis. Je ne vais pas revenir sur votre programme. Juste, ce soir, disons que vous m'avez convaincu. Parlez dans le micro, monsieur. Vous êtes pas méridional comme moi, si vous faites comme ça va. Disons que vous m'avez convaincu aujourd'hui. Pourquoi je voterai pour vous, sachant qu'il y a un risque de montée de l'effet, sachant qu'il y a peu de chances que vous soyez au deuxième tour? Ah ben c'est clair que si vous votez pas pour moi, ça diminue mes chances. Si vous abandonnez, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Bon. D'abord, il faut se respecter soi-même. La démocratie, ça vit parce qu'on la fait vivre, pas parce qu'on l'abandonne. Renoncer à ses convictions, faire un vote auquel on ne croit pas, mais simplement parce qu'on pense que c'est un moindre mal, c'est se manquer de respect à soi-même et aux siens. Deuxièmement, si vous abandonnez vos convictions à la porte du bureau de vote, vous n'étonnez pas si vous ne les retrouvez pas en sortant. Ça veut dire une chose, vous ne pouvez pas à la fois dire « je pense comme Mélenchon », je suis d'accord avec son programme, et ensuite aller voter pour quelqu'un qui fera radicalement le contraire. Parce qu'il faut être clair, vous avez, si vous êtes de gauche, hein, si vous êtes de droite, cette affaire ne vous regarde pas, mais vous concerne moins, disons. Hein. Mais si vous êtes de gauche, vous devez arbitrer entre les deux lignes qui sont présentes à gauche. Et si vous arbitrez seulement avec la peur, vous n'arbitrez pas. Vous savez comme moi que si vous élisez Papa Andréou, vous aurez Papa Andréou. Si vous m'élisez moi, ça sera au moins aussi rock'n'roll, mais dans l'autre sens. Parce que pour l'instant, c'est très sévère. Vous savez ce qui se passe là-bas. On en est à 12 grèves générales. Vous avez des pans entiers du pays que plus personne ne contrôle. Parce que les gens ne payent plus. Rien. Cette fois-ci, ils en ont assez. Donc, mes amis, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est la responsabilité qu'on prend. Si vous ne le faites pas, ne demandez pas aux autres alors de le faire à votre place. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire... Moi, j'ai voté Chirac pour ne pas voter Le Pen. D'accord? Pourquoi? J'avais aucune raison de le faire, j'avais aucune confiance en lui, c'est un type de droite. Mais on m'a dit, mais il n'y a pas de risque. T'as pas besoin. J'avais des amis que j'aime beaucoup, hein, et dont les arguments m'ont beaucoup interpellé et secoué. Et moi, je me suis dit, sur un plan philosophique, hein, pas politique, je me suis dit, quel homme je suis devenu si je me dis, il y a un danger mortel, mais c'est le voisin qui s'en occupe, alors moi je fais rien. Je me suis dit, je ne me respecterai plus. Donc je suis allé, ça ne m'a pas fait plaisir, je vous dis. J'ai été voter Chirac. Et on m'a dit, tu vois quel ballot tu es, il a été élu à 80%. Mais je suis quand même content d'avoir contribué au fait que l'autre, il n'a pas pu passer la barre des 20. Et déjà 20, c'est beaucoup. Hein, car vous savez qu'il a gagné des voix entre les deux tours. Donc si vous ne mettez pas, et il est clair, je dis, vous mettez des voix, hein, en vérité, la campagne que nous faisons, elle n'est que très rarement académique comme elle est à cet instant. Là, c'est assez classique. Vous avez le candidat, deux gars qui le torturent. C'est normal, c'est leur job. Voilà. Vous avez fait votre travail très bien. Vous êtes meilleur journaliste que bien qu'ils font leur carte. Que vous aviez l'intention de nous découper en lanière. Alors, bon, donc, dans cette affaire, si vous laissez aller, vous savez quel sera votre résultat. J'ai perdu le fil, mais ça ne doit pas. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps pour cette dernière question. C'est très rapide, ça va être très rapide. Je disais, vous avez évoqué tout à l'heure l'antiproductivisme à demi-mot. C'est quoi votre position par rapport au mouvement décroissant sur l'antiproductivisme en général? J'ai lu il y a quelques mois dans le sarcophage que... Les décroissants sont très utiles dans le débat.
Paul Ariès, qui est une des figures de ce mouvement, a toujours dit que le mot décroissance était un mot obus, pour obliger à réfléchir. Et dans mon cas, il a atteint son objectif, puisqu'il m'a obligé à réfléchir. Et en particulier, à dire ceci au moins, comme compromis avec lui, il est normal que lui tienne jusqu'au bout. Moi je dis, il a raison, certaines activités doivent décroître. Il a tort, d'autres doivent croître. Notamment tout ce qui va relever du service aux personnes et des services sociaux. Voilà. Ne méprisez jamais un point de vue qui vous interpelle, parce que souvent, même si il vous paraît d'abord excessif, c'est celui qui vous pousse à sortir de vos routines et des fois de vos ornières. Voilà quelle sera ma conclusion, en vous appelant à l'esprit critique, à la mise à distance, et surtout rappelez-vous que personne n'est de bonne foi. Merci beaucoup.